Lundi 10 décembre 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat. Pour ce premier numéro de la semaine, vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Encore une fois, nous donnons la parole aujourd'hui à Dr Faya Milimono. Il est président du bloc libéral et il sort d'une semaine de grève de la faim. Un exercice difficile, mais justement qui a été aussi l'objet de beaucoup de débats, de médiatisation, avec une vingtaine de compagnons de la faim. Après avoir été déguerpis de l'esplanade du stade du 28 septembre, déguerpis de l'université Gamal Adel Nasser, ils ont dû donc continuer cet exercice de la faim au siège du bloc libéral. Quel bilan tire-t-il de cet exercice? Est-ce que ça fait effet? Est-ce que ça a pu attirer l'attention des autorités? Et qu'est-ce qui explique, je vais dire, qu'est-ce qu'il a ressenti suite au balai de visite de plusieurs personnalités politiques et de la société civile au BL pour leur témoigner leur compassion et leur attachement? Évidemment, Dr Faya Milimono est sur ce plateau pour nous parler de tout cela. Dr Faya, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci de m'avoir encore une fois sur le plateau de Café Débat, et c'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs. Voilà, je rappelle que juste 48 heures avant que vous ne commenciez la grève de la faim, je vous ai reçu sur ce plateau, et voilà que quelques 48 heures après, vous êtes là encore pour nous parler de comment cela s'est passé. Mais avant cela, il y a d'autres sujets d'abord qui focalisent les attentions. D'abord ce cas d'accident grave, deux accidents d'ailleurs qui se sont passés dans la contrée de Mamou. Le premier cas d'accident qui a fait 18 morts et le deuxième 6 morts, qui nous fait un total de 24 en attendant, parce qu'il y a des cas aussi qui se sont aggravés après. Mais ce que beaucoup ont indexé entre-temps, c'est l'insensibilité du gouvernement Kassouri et voire même du président de la République, le silence et la non-compassion des autorités. On pense que dans d'autres pays, ce nombre de morts aurait fait l'objet d'un ou de 2 jours de deuil et même d'une déclaration du premier chef du pays, ce qui n'a pas été le cas pour notre pays. Est-ce que là, vous avez une réaction personnelle? D'abord, vous me permettrez de commencer comme nous l'avons fait, à l'occasion de la clôture de notre grève de la faim. On a signé une déclaration, la déclaration numéro 61, pour présenter les condoléances aux familles des victimes, souhaiter que l'âme des morts repose en paix et ceux qui sont blessés retrouvent rapidement leur santé. On a également présenté les condoléances au peuple de Guinée, parce que perdre en 2 jours 24 de nos citoyens, c'est un drame qui est suffisamment grand pour que ça attire l'attention de tout un chacun. Mais est-ce que ça nous a étonné que le président de la République n'ait pas prêté attention à cela? Non. Depuis que le professeur Alpha Condé est en Guinée, il nous a habitués à ce genre d'attitude. On se rappelle lorsqu'il y avait eu des drames concernant les jeunes sur les plages de Conakry. On n'a pas entendu le président de la République. Il a fallu que beaucoup, et ça ne l'a même pas dérangé, de continuer de quitter le pays, aller en mission à l'extérieur du pays. On a eu des accidents ici, de véhicules en provenance, si je me rappelle bien, de Kindia ou de Forêt-Caria, entre Conakry et Dubreka, où il y a eu également des dizaines de morts. Nous n'avons pas entendu le président de la République. Donc, est-ce qu'on était étonné que le président de la République ne soit pas capable de casser avec son habitude, pour une fois témoigner une compassion au peuple de Guinée? Nous n'avons pas été étonnés. Nous avons été étonnés par contre que son premier ministre, Kassory Fofana, lui a emboîté le pas, parce que appartenir au même gouvernement ne veut pas dire qu'on a le même caractère. Mais je crois aussi que le proverbe qui dit que les choses, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, je crois que ça se vérifie aussi, parce que nous n'avons entendu aucun mot du gouvernement, comme si il n'y a eu... En tout cas, pas les 2 premiers jours, même si 48 heures après, le porte-parole du gouvernement a fait une sortie pour dire qu'ils vont ouvrir une enquête et ainsi de suite. Je crois que c'est immédiat. D'abord, quand un tel drame se produit, et ça ne s'est pas produit en un jour, il y a eu un premier accident qui a fait 18 morts. Il y a eu un second accident à moins de 24 heures qui a fait d'autres 6 morts.
Alors ça c'est immédiat pour un gouvernement qui est sensible, un gouvernement qui veille, n'est-ce pas, au bien-être de son peuple. C'est immédiatement que la réaction du gouvernement aurait été entendue, c'est immédiatement qu'on aurait entendu l'annonce des mesures que prendrait, n'est-ce pas, le gouvernement. Malheureusement... Parce que pour certains, une autre manière justement de montrer à un peuple qu'on tient à lui, c'est pas seulement peut-être en construisant des infrastructures. Quand il y en a qui perdent leur vie, il y a lieu de sortir, de prendre la parole, d'exprimer cette compassion. Donc, si cela n'a pas été fait, pas forcément parce que vous êtes opposant à Alpha Condé, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sentiment vis-à-vis des vies d'autres Guinéens, d'autres âmes qui peuvent disparaître de la part du président de la République et des membres du gouvernement? C'est-à-dire que dire que les autres vies humaines ne valent rien pour nous dans ce pays. Ça on l'a constaté. Je crois que même le général Lansana Conté, quand il y avait ce genre de drame, que beaucoup avaient qualifié de dictateur, il était là. Il est allé au chevet de beaucoup de malades. Il est allé au chevet de beaucoup de compatriotes qui étaient éprouvés. Mais on a un gouvernement et un président de la République aujourd'hui qui ne va au chevet que de certains Guinéens, pas d'autres. Selon que par votre patronyme vous soyez identifiable, c'est encore une fois ce que nous vivons comme drame dans notre pays. Selon votre patronyme, on peut aujourd'hui savoir si vous êtes de l'opposition ou pas. Et donc vous pouvez être tué, vous pouvez mourir, on n'a pas besoin de compassion. Je crois que ce n'est pas la Guinée que nous voulons construire. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes en politique, on a des différences idéologiques, c'est la différence de vue qui nous différencie, mais nous avons tous dans notre cœur, chacun, en tout cas en ce qui concerne le bloc libéral, le bien-être des compatriotes de ce pays. Lorsque celui qui est le premier responsable, ceux qui sont membres du gouvernement, dont l'échec conduit à cela, parce que nous l'avons dit dans notre déclaration, pourquoi nous avons ces accidents récurrents sur nos routes? Parce que les routes sont défectueuses dans notre pays. On se demande qu'est-ce qu'on fait avec le fonds d'entretien routier dans notre pays. Je crois qu'à chaque fois qu'un Guinéen achète 1 litre de carburant, il y a un montant qui rentre dans le fonds d'entretien routier. Qu'est-ce qu'on en fait si ce n'est pas se partager? Donc, ce qui fait que nos routes sont toujours défectueuses. Voyez les véhicules dans lesquels nous nous promenons. L'État doit veiller à la sécurité des gens. La sécurité des gens, ce n'est pas juste avoir un policier qu'on paye, qui est au bord de la route, mais veiller à ce que le véhicule même dans lequel prend place un Guinéen, qui doit se déplacer de Conakry à Kindia, de Conakry à Labé, etc., soit dans les bonnes situations techniques. Que ce véhicule soit dans les conditions techniques qui correspondent à certains standards. D'où le contrôle technique. Le contrôle technique, ça ne se fait pas dans notre pays. On a des véhicules qui circulent, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas de signalisation, etc. Ça, c'est des épaves qui sont en train de circuler et c'est aux yeux de tout le monde. Moi, je suis souvent sur la route. J'ai été souvent arrêté par la gendarmerie mobile pour me demander si j'avais une boîte pharmaceutique, alors que dans nos hôpitaux, même celui qui est à Kaloum, le plus grand de notre pays, il n'y a même pas de gants pour les médecins. On me demande, n'est-ce pas, une boîte pharmaceutique juste pour soutirer de l'argent. On demande le triangle, on demande ceci ou cela. Mais au moment où on arrête les voitures, n'est-ce pas, qui ne sont pas le transport en commun pour demander ces choses, eh bien, on voit les taxis qui passent surchargés, avec des bagages surchargés, avec sans aucun contrôle. Eh bien, eux, en fait, ont le droit. Et puis, ils circulent à tombeau ouvert. On ne les arrête pas. Mais puisqu'on peut avoir avec un véhicule privé, dans lequel vous pouvez trouver quelqu'un comme Faya Minimono, peut lui demander de payer 100 000 ou 200 000 parce qu'il n'a pas dans sa boîte pharmaceutique quelques comprimés ou il n'a pas de compresse, etc., etc. Voilà en fait la situation dans laquelle nous vivons. On a une gendarmerie dite mobile, mais qui en réalité est immobile. Parce qu'il suffit de traverser Koya et la gendarmerie est assise à quelques 5 km de Koya. Et ils ne sont pas en rase campagne. Pas du tout. Ce qui fait que les coupeurs de route ont, n'est-ce pas, l'espace libre pour opérer. Ce qui fait que les Guinéens sont toujours attaqués,
n'est-ce pas, par les coupeurs de route, parce que notre gendarmerie nationale, elle a cessé d'être mobile pour être immobile. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur la gestion, hein, n'est-ce pas, de la sécurité. C'est en Guinée où on vous donne le permis de conduire avant même que vous ne preniez place devant un volant pour la première fois. C'est quand vous avez l'autre permis en poche que vous allez maintenant à l'école pour faire semblant d'avoir... Non, tout ça est encore une fois de la responsabilité de ces gouvernements qui n'ont pu produire pour le peuple de Guinée 60 ans après notre indépendance que de l'échec. Et que l'on voit aussi l'insensibilité face aux choses, aux conséquences de cet échec. Alors, c'est un peu le comble. Hein? Voilà, on ne peut que condamner cela encore une fois et interpeller la Guinée que l'on ne soutienne pas Alpha parce que simplement on est aussi Condé, ou bien parce qu'aussi on est Malinké, ou parce qu'on est de la Haute-Guinée. Qu'on soutienne Alpha parce qu'il réussit. Mais dans le cas présent, il échoue. Qu'on ne soutienne pas Kassori Fofana parce qu'on a un autre Fofana. Qu'on soutienne un Guinéen qui a les compétences, qui est patriote, qui veut le bonheur de ce pays et qui a les compétences et la vision pour sortir notre pays, n'est-ce pas, de l'ornière. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui, parce que le fait que la tribalisation, n'est-ce pas, se développe, eh bien, les gens vont soutenir un leader politique à corps et à cri parce qu'il porte le même patronyme que lui, parce qu'il est de la même ethnie, parce qu'il est de la même région où il pratique la même confession religieuse. Tant aussi longtemps que nous serons dans ça, nous n'allons pas voir les mots comme le chômage, les écoles délabrées, la santé qui n'existe pas, la corruption généralisée, tant aussi longtemps qu'on ne sortira pas donc du tribalisme, de l'ethnocentrisme, etc., nous ne verrons jamais le chemin de développement dans notre pays. C'est le lieu d'interpeller nos compatriotes sur la question. Voilà donc le comble ressenti par les uns et les autres après ce drame sur nos routes qui aura donc fait 24 morts, puis après, pas de compassion immédiate de la part du président de la République, voire même du Premier ministre. Et là-dessus, on va passer à cet autre sujet aussi qui, justement, est lié à la bonne gouvernance, la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée hier 9 décembre. Sauf que c'est le silence radio, ça a été le silence radio ici en Guinée. On avait vu Kassori Fofana, dès sa prise de fonction, très engagé à lutter contre ce genre de pratiques de détournement des deniers publics, de corruption d'ailleurs. Il a fait démettre 2 directeurs généraux de leur service, l'OGP et l'OGC. Mais on a l'impression qu'il a fermé justement, en tout cas, ce tiroir-là et qu'il a oublié cette lutte. Comment vous expliquez cette situation? D'ailleurs, est-ce que du constat d'opposants ou de Guinéens tout simplement, vous pensez que la lutte contre la corruption est une action constatable en Guinée, et ce silence d'hier par le gouvernement, comment vous expliquez ces 2 aspects? D'abord, rapidement, sur l'exemple que vous avez pris, après l'annonce en toute pompe devant nos élus du peuple que la corruption était la priorité, la lutte contre la corruption était la priorité des priorités, et puis après, on a vu 2 directeurs généraux interpellés, n'est-ce pas, par la justice. En attendant qu'on nous donne la preuve des vraies raisons pour lesquelles ces 2 directeurs généraux se sont retrouvés devant la justice, on a l'impression que les raisons sont beaucoup plus politiques que techniques. Hein? Pourquoi ce dossier ne semble pas évoluer? En tout cas, en ce qui concerne les Guinéens, ils sont en train de suivre de très près l'évolution de ce dossier. Pas que ce soit simplement un règlement de compte politique. Vous comprenez? S'il y a quelque chose qui est reproché à ces messieurs et leurs compagnons, mais que les preuves soient données. En Guinée, c'est quand on vous accuse, on vous dit donne la preuve que tu n'as pas fait ça. C'est celui qui accuse dans notre pays, qui donne c'est-à-dire en matière de justice, c'est celui qui accuse, qui apporte la preuve. En Guinée, on vous accuse comme on l'a fait depuis le premier régime, on dit vous êtes comploteur. C'est à vous de prouver que vous n'êtes pas comploteur. Ça, c'est une autre facette de la justice guinéenne dont on aura très bientôt l'occasion d'en faire le procès devant les caméras de la télévision et des radios et télévisions privées. Ça c'est soit dit en passant. Pourquoi on n'a pas entendu parler de cérémonie, le Premier ministre qui en a fait de la corruption, son cheval de bataille, son cheval de bataille, pourquoi il n'est pas venu? C'est la honte.
Et la honte, pourquoi? Parce qu'écoutez, dans ma langue, on dit que la honte, elle n'est pas lourde, mais elle est très, très, très difficile à porter. C'est la honte, en réalité. Est-ce que le gouvernement guinéen d'aujourd'hui est corrompu? Oui. Très corrompu? Oui, oui. Très, très, très corrompu? Oui, oui, oui. Alors, quand ce gouvernement-là, à l'occasion d'une journée internationale de lutte contre la corruption, vient avec des discours pour nous dire on lutte contre la corruption, mais attends, les Guinéens qui les regardent, et aussi, rien que le regard des Guinéens, ils ne peuvent plus supporter ce regard-là. Parce que les gens se rendent compte que mentir est devenu toujours un jeu de prédilection de nos gouvernants. Il y a des mots dont nous souffrons. C'est ce mensonge qui est devenu réellement la Bible ou le Coran pour nos dirigeants. Vous comprenez? La démagogie qui est devenue la Bible et le Coran de nos... Ça, c'est en fait leur boussole. Je crois que quelque part, ils ont honte. La même honte qui les habite quand il s'agit d'aller confronter les regards des syndicalistes dans le cadre d'une négociation pour permettre à nos enfants de retourner à l'école. Parce que pour un gouvernement qui est éclaboussé tous les jours par des scandales, un gouvernement qui finance ou qui fait, n'est-ce pas, qui parraine toutes les mamayas à travers le pays, un gouvernement dont le président de la République rachète, n'est-ce pas, les billets complets d'un concert et distribue aux jeunes pour dire allez-y danser, mais je n'ai pas d'argent pour vous pour aller à l'école, eh bien, vous ne pouvez, un tel gouvernement non vertueux ne peut pas supporter le regard des syndicalistes venant leur dire le tableau de bord de notre économie ne nous permet pas de vous payer tel ou tel montant. Bien. Voilà la honte qui est en train d'habiter. La lutte contre la corruption est le dernier des soucis de ce gouvernement? Non, le dernier des soucis, même si ils ont tendance à prendre la parole pour dire quelque chose, ils ne peuvent plus supporter le regard des Guinéens. Tellement ça leur fait honte qu'ils ont dit hier, ils ont fait exactement le contraire. Ça leur fait honte de s'asseoir devant les syndicalistes qui sont là et qui savent exactement tous les détournements qui se font tous les jours dans notre administration. Ça leur fait quand même honte de venir s'asseoir ou de venir s'arrêter devant un micro pour essayer de tenir un discours démagogique. C'est pour cette raison, s'ils pouvaient faire taire les réseaux sociaux, les radios privées, les télés privées, de ne pas parler de la lutte contre la corruption quand les autres en font ailleurs, et que ici on parle de la mamaya à Cancan ou bien quelque part d'autre, je crois que ça les aiderait. Malheureusement pour eux, la Guinée n'est plus fermable, comme on l'a connu sous le premier régime. C'était la voie de la révolution, la seule voie par laquelle on pouvait entendre la vérité du chef. Aujourd'hui, il y a plusieurs vérités, heureusement. Il y a les réseaux sociaux, il y a les radios privées, il y a les télévisions privées, etc. etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus caporaliser, on ne peut plus couvrir avec sa main l'information. C'est ça ce qui fait et qui justifie la honte de ce gouvernement et de ce président. Journée internationale de lutte contre la corruption, pourtant c'est une occasion pour ceux qui gèrent le pays, notamment le gouvernement, mais aussi la présidence de la République, puisque c'est à la présidence que l'Agence nationale de lutte contre la corruption est rattachée, de faire le tableau de la lutte contre la corruption en Guinée, de nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour mettre main sur ceux qui détournent les deniers publics et de ceux qui s'accaparent des biens de l'État et de toute la nation. Sauf que le gouvernement guinéen a brillé de son silence hier et nous apprenons que cette journée de lutte contre la corruption sera célébrée en différé ici chez nous, comme nous avons malheureusement l'habitude de le faire. Et Kassory apparemment ne semble plus être préoccupé par cette question 6 mois ou 7 mois après sa nomination à ce poste. Là-dessus, nous reviendrons puisque c'est l'avis de Dr Faya sur ce sujet. Deuxième partie de cette émission qui va être donc consacrée à la grève de la faim observée par Dr Faya et ses compagnons. Juste après la pause thé, nous revenons. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur.
Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous l'avez constaté, à mes côtés comme invité de ce début de semaine, lundi, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Avec lui, nous avons passé en revue d'autres sujets qui font l'actualité, des accidents de la circulation, notamment le dernier drame qui s'est passé à Mamou, sous silence et non-compassion du gouvernement, mais aussi du président de la République. Et évidemment, le père de la nation, pourtant, était censé compatir à la disparition de certains de ses enfants, au nombre de 24 pourtant. Malheureusement, ça n'a pas été fait, et c'est la désolation un peu partout dans l'opinion. Et puis, vous avez la Journée internationale de la lutte contre la corruption, silence radio dans le gouvernement Kassouri. À présent, on va parler de votre grève de la faim, Dr Faya. Vous avez fait 4 jours d'observation de la faim. Mais avant ces 4 jours, parce que je l'ai dit, avant que vous n'observiez la grève de la faim, je vous ai reçu ici. Et vous avez dit non, on ne dira pas là où on va faire la grève de la faim en attendant. Ça sera une surprise. Et le matin donc du 5, le mercredi passé, on vous a vu à l'esplanade du stade du 28 septembre. Sauf que vous n'avez pas pu rester là pour les 4 jours et vous avez indexé l'irresponsabilité du maire de Dixine qui est pourtant maire de l'opposition. Comment tout ça s'est passé? On ne l'indexe pas parce qu'il est maire de l'opposition, qu'il est simplement maire. Effectivement, quand nous avons projeté les 4 jours de grève de la faim, nous avons adressé d'abord une correspondance à Madame le maire de Kaloum. Parce que au début, l'endroit qu'on avait identifié de le faire, c'était le trottoir juste en face du Palais du Peuple, comme on l'avait fait en 2014. Eh bien, Madame le maire a répondu pour dire qu'on ne nous autorisait pas d'aller faire la grève de la faim. Donc, Aminata Touré, maire de Kaloum. Voilà, ils n'ont pas accepté que nous tenions. Ils sont allés nous dire plutôt que le trottoir même devant le Palais du Peuple est sous la gestion du Palais du Peuple, ce que je ne crois pas. Lorsque en 2014 nous sommes allés faire la grève de la faim au Palais du Peuple, nous étions à l'intérieur de la cour du palais. L'administrateur du palais est venu nous déguerpir de là. Mais quand il s'est agi du nouvel endroit qu'on avait identifié pour continuer notre grève de la faim en 2014, eh bien, l'administrateur du palais n'est pas venu nous déranger parce que l'administrateur du palais sait qu'il n'a pas le droit sur les trottoirs ni sur les routes. C'est sur le palais dont il gère qu'il avait droit. Donc, malheureusement, nous avons vu que Madame le maire de Kaloum est aussi dans la même mentalité aujourd'hui d'empêcher que nous nous exprimions dans ce pays, qu'on ait des droits et des libertés qu'on puisse exercer. Nous nous sommes adressés donc à la mairie également de Dixine pour avoir la possibilité de faire notre grève de la faim à l'explanade du stade du 28 septembre. La lettre a été déposée à la municipalité, c'était à 9 h le vendredi 30. Donc le maire avait le 30 ce jour. Il avait, puisque le samedi et dimanche ne comptaient pas, il avait le lundi qui a suivi et le mardi pour nous répondre, nous dire si oui ou non il pensait que ça ne troublait pas à l'ordre public. Puisqu'on ne pouvait pas dire que ça trouble à l'ordre public, eh bien on s'est tué là-dessus. Jusqu'au matin du mercredi, à l'heure à laquelle on devait commencer notre grève de la faim. Nous sommes allés, on a déployé notre tente, on a étalé nos bâches et puis nos nattes et puis on s'est couché. C'est alors que nous avons vu les policiers venir nous demander de quitter parce qu'il fallait qu'on leur montre, n'est-ce pas, une autorisation. J'ai dit à monsieur le commissaire, j'ai dit, premièrement, si ce n'est pas la Guinée qui commence à devenir un empire, qui est dirigé en dehors de la loi, parce que le Premier ministre nous a dit qu'il préfère maintenir l'ordre public en dehors des lois votées par notre Parlement, en dehors de la Constitution, qui est la loi suprême de notre pays. Si ce n'est donc pas un République de Guinée, on n'a pas besoin d'aller s'adresser à une autorité pour une grève de la faim. Mais dans le contexte guinéen, c'était aussi de prouver que, contrairement à ce que beaucoup disent dans notre pays aujourd'hui. Comme il se trouve que vous deviez occuper un espace public. Oui. Laissons alors, on s'est adressé. Ils ne nous ont pas donc répondu jusqu'à ce qu'on est allé déployer. Le policier est venu, ils sont venus nous déguerpir de là.
c'est des gens qui étaient déjà fragiles, qui ont refusé de s'alimenter. Il y avait des femmes parmi nous. Hein. Le premier jour, il y avait un de nos compatriotes malvoyants qui était parmi nous. Il y avait des personnes parmi nous qui avaient des handicaps physiques. Est-ce qu'il fallait laisser ces soi-disant forces de l'ordre brutaliser ces gens-là? Je leur ai dit, emballez nos effets, allez-y sur le trottoir en face de l'université Gamal. Donc, en attendant, ces policiers ont reçu l'ordre de qui de vous faire quitter l'espace du stade? Dans un premier temps, on nous a dit que l'ordre était venu de l'administrateur du palais, du stade. Là également, j'ai répliqué vis-à-vis le commissaire qui était venu nous dire, pour dire que en tant qu'acteurs politiques, nous avons eu à organiser par le passé des manifestations. Des meetings ont été organisés à l'esplanade là-bas. Les marches se sont terminées là-bas à l'esplanade. On a toujours adressé, n'est-ce pas, la lettre d'information à la commune et non à l'administrateur du stade du 28 septembre. Mais tout ça, c'est des arguments tirés par les cheveux pour essayer, encore une fois, d'empêcher l'exercice des droits et libertés. Alors, donc, on est allé nous installer devant l'université Gamal, n'est-ce pas, au niveau du trottoir là-bas. En ce moment, je suis allé pour rencontrer le maire de Dixine. Je n'ai pu rencontrer que madame la secrétaire générale, qui m'a entretenu, qui a trouvé que, en fait, une grève de la faim, normalement, ça ne devait pas déranger. Elle s'est excusée que la réponse ne soit pas venue tôt, qu'elle attendait le maire. Bon, on a vu qu'elle avait tendance à exprimer, n'est-ce pas, une certaine volonté de nous laisser exercer nos droits. Mais c'était sans compter avec la détermination du gouvernement du président Alpha Condé et de son premier ministre Kassory Fofana. Donc, on a compris que c'est à 18h, que la lettre nous a été déposée, là où nous étions sur le trottoir, n'est-ce pas, pour nous dire de quitter, sinon on utiliserait la force pour nous enlever de là. Cette lettre a été peut-être déposée même par un policier en civil. Parce que 2 minutes après que la lettre ait été déposée, un autre policier en civil est venu dire que désormais nous savons que vous n'avez aucune autorisation, vous ne pouvez pas rester ici, donc vous devez partir, faute de quoi nous serons obligés d'utiliser la force pour vous enlever. Sur le deuxième lieu ou bien toujours? C'était le deuxième lieu. À Gamal. Ça c'était maintenant en face de Gamal, c'était vers la soirée. Quelle est la leçon que nous avons retenue de ça? C'est qu'aujourd'hui on dit à l'opposition, vous êtes en train de marcher, la marche est violente, même si par ailleurs il faut continuer à rappeler à tout un chacun que ce sont les marches qui ont libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ce sont les marches qui ont permis aux Noirs d'avoir les droits civiques. Ce sont les marches qui ont permis à beaucoup de peuples à travers le monde de lutter contre les dictatures et l'arbitraire. Mais supposons, dans le contexte guinéen d'aujourd'hui, que la marche soit devenue quelque chose de violent. Et la grève de la faim aussi est devenue violente, et le sitting, c'est aussi devenu violent, etc., etc. Donc, les Guinéens que nous sommes devons commencer à nous poser une question. Est-ce que la violence, c'est celui qui manifeste, qui est l'origine de la violence, ou le dictateur qui veut user de tous les moyens, puisque maintenant il s'agit de maintenir l'ordre en dehors de la loi et en dehors de notre constitution? Est-ce que finalement ce n'est pas le dictateur qui est la cause première, n'est-ce pas, de la violence? Parce que quand ces gens-là sont arrivés, après que nous avons quitté encore une fois devant Gamal Abdel Nasser, j'étais au niveau de Oasis quand les soi-disant policiers ils sont arrivés. Mais ils ont déchiré tout ce qu'ils ont trouvé sur place. Les affiches qui n'appartenaient même pas au bloc libéral, c'était des affiches. Je ne sais pas qui faisait la promotion de quoi. Est-ce que c'était même des affiches de l'université elle-même? Les affiches étaient collées au mur de l'université. On est venu, on a tout déchiré. Et ils ont tourné la colère vers la tente même. Ça, c'est pour vous dire... Donc, on vous a violemment déguerpi de ces deux lieux. Jusqu'où, aujourd'hui, la violence est devenue un jeu de prédilection de la gouvernance du professeur Alpha Condé, et particulièrement du Premier ministre Kassory Fofana. Et c'est là que vous êtes donc, obligé... ils ont même emporté la tente. La tente,
c'est un compatriote qui, au chômage, peut-être a trouvé un moyen de se faire au moins 100 000, 200 000 pour nourrir sa famille en louant cette tente. Cette personne était déjà en train de démonter la tente parce que nous, les grévistes, on avait déjà quitté les lieux. On allait à notre siège, qui était notre plan B. Ceci doit nous amener à dire quoi? Qu'aujourd'hui, il apparaît clairement que nous sommes sous une dictature. Et quand on est sous une dictature, on n'invite pas un serpent dans la maison et lui souhaiter la bienvenue. Voilà. On lui demande de sortir. Dans le cas de Dixine, est-ce que vous ne devez pas être plus déçu du maire de Dixine que de la gouvernance? Parce qu'il suffisait que le maire vous donne l'autorisation pour que vous fassiez votre grève de la faim sur cet espace public. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est quand même un maire qui est issu de l'opposition. Au-delà, Madame de Kaloum, elle est indépendante. Vous pouviez plus ou moins compter sur indépendante de la République. Oui, vous pouviez plus ou moins compter sur son indépendance. Elle ne vous a pas autorisé. Le maire de Dixine est foncièrement de l'opposition de l'UFDG. Il ne vous a pas autorisé. Est-ce que ce n'est pas plus de lui que vous devez être déçu que d'être déçu de Kassouri ou de Alpha Condé? Nous sommes déçus. En ce qui concerne Dixine. Nous sommes déçus de tout le monde, aussi bien de Madame le maire de Kaloum, qui n'aura pas fait preuve de comportement républicain. Être indépendant ne fait pas de vous indépendant de la République. Vous êtes obligé de respecter la loi. Bien. Vous êtes obligé de respecter l'exercice des droits et libertés. Le maire de Dixine. Mais le maire de Dixine, qui d'abord a commencé par ignorer, faire le flou, faire semblant de considérer que ce n'était pas une manifestation violente, ce qui a fait qu'on a parlé particulièrement du maire de Dixine, c'est effectivement parce que je dirais que lui, non seulement il n'a pas répondu à temps, parce que Madame le maire de Kaloum a dit à temps, au moins elle a respecté les délais pour dire non, même si on n'est pas d'accord, et même si on n'a pas engagé, si vous voulez, de procès contre elle, nous savions quand même qu'elle a fait une part, elle s'est comportée en partie en personne républicaine, en nous répondant à temps. Ce qui n'est pas le cas pour le maire de Dixine, au-delà du fait qu'il soit de l'opposition. Ce n'est pas son appartenance à l'opposition qui nous intéresse. Ils sont maires, ils sont censés être maires pour tout le monde. Bien. Et permettre l'exercice des droits et libertés de tout le monde. C'est-à-dire qu'un maire qui est dans une commune, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, il ne peut pas refuser l'exercice des droits de la mouvance parce qu'il est maire de l'opposition. La loi doit être sa seule boussole. Comprenez? Ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui est décevant pour l'ensemble de ces maires, c'est combien de fois l'opposition que nous sommes, nous avons marché, nous avons eu combien de morts, n'est-ce pas, pour permettre une élection, avoir des gens responsables, respectueux de nos droits et libertés. Mais c'est d'autres dictateurs qu'on est en train de voir s'installer à la tête, n'est-ce pas, de nos communes. Bien. Ça n'étonne pas qu'à l'intérieur du pays où le professeur Alpha Condé est en train de passer aujourd'hui, vous entendiez et les maires de l'opposition, et les maires de la mouvance, et les maires indépendants, en violation de la constitution guinéenne, faire la promotion du 3e, voire même du 4e ou du 5e mandat. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de certains Guinéens. Bien. Et donc, vous avez décidé finalement d'aller à votre siège, observer ces 4 jours de grève de la faim. Bref, en termes de santé, comment vous avez vécu ces 4 jours d'exercice de la faim? Il y a eu un balai de visiteurs, des politiques qui venaient vous rendre visite, partager votre démarche, des acteurs de la société civile qui venaient, vous avez reçu des appels des uns et des autres, et vous sortez de ces 4 jours, d'abord en termes d'effets. Est-ce que vous constatez avec nous que rien n'a changé, que le gouvernement n'a pas retiré les soldats, les militaires du dispositif de sécurité, et que également le gouvernement n'a pas appelé les enseignants pour négocier afin que l'école reprenne pleinement et à 100%? Tout à fait. De ce point de vue-là, l'une des premières leçons que nous tirons, c'est que les médias nous ont permis effectivement d'avoir une communication qui a largement sensibilisé le peuple de Guinée que c'est un mode
n'est-ce pas, de revendications ou de protestations qui ne faisaient courir aucun risque ni de blessure ni de mort, sauf en Guinée, parce que si nous étions restés à Dixine jusqu'à ce que les policiers qui ont quitté le commissariat de Bellevue soient arrivés au niveau du trottoir devant Gamal, on aurait compté peut-être des morts parmi nous, on aurait compté des blessés parmi nous, parce que là, il ne faut pas écarter, n'est-ce pas, cette hypothèse. Les Guinéens, quand même, ont apprécié pour dire que c'était pacifique. Bien. Ça ne devait pas être une forme de manifestation qui pouvait entraîner de blessures ou de morts, ou même d'injures ou de dégâts matériels. Nous avons aussi constaté que après le premier jour qui a été très mouvementé, il fallait être déplacé par-ci, aller par là. On avait, comme je vous l'ai dit, certains de nos compatriotes qui avaient accepté de venir faire la grève de la faim avec nous. Certains étaient malvoyants. Il fallait donc leur donner des soins spécifiques, même pour les déplacer là où nous devons aller d'un endroit à un autre. Il y avait certains, n'est-ce pas, qui ont des handicaps physiques. Alors, il y a eu beaucoup qui ont senti des malaises après cette première journée très mouvementée. Avec les policiers. Justement, qui a fait que le nombre de grévistes a diminué drastiquement le deuxième jour et maintenant le reste des jours. Ça, c'est quelque chose à mentionner. Est-ce qu'on s'attendait tout de suite à ce que le gouvernement s'asseye autour de la table? Nous l'avons dit, nous avons affaire à un gouvernement qui a de la pierre dans la poitrine, ce n'est pas un cœur. Nous avons dans le gouvernement des gens qui oublient qu'ils ont été élèves et qu'il a fallu quelqu'un pour leur apprendre à lire A, à écrire B, à compter 1, à compter 2, à compter 3. Et dans la société guinéenne, celle qui nous a engendrés, on a souvent du respect pour son maître. Mais nous avons affaire à un gouvernement délinquant aujourd'hui. C'est pourquoi ils bastonnent les enseignants qui font un simple sitting. Ce n'est pas une marche. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus vous voir. Oui. Il y a même Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, qui est venu vous saluer à votre siège. Tout à fait. Lors de la grève de la faim. Il y a des leaders politiques qui sont venus, des membres de l'opposition. Tout à fait. Acteurs de la même de la mouvance. Alors, ouais, il y avait un parti de la mouvance, nous préférons taire le nom de ce parti de la mouvance parce qu'on a senti, même si il était venu pour nous témoigner sa solidarité, il y avait un peu de gêne. Donc, on ne voulait pas tellement être photographié et puis que le Manitou voie son nom ou bien sa photo, il pourrait perdre la position qu'il a pu obtenir en allant. Il était par le passé à l'opposition, donc, mais en tout cas, il est venu. Et c'est de ça que je parlais, c'est-à-dire que non seulement le gouvernement ne vous a pas écouté, parce que la finalité de cet exercice de la faim, c'était d'attirer leur attention sur votre réclamation, de dire nous avons décidé de mettre notre santé en danger en décidant de ne pas nous alimenter durant 4 jours, de mettre à rude épreuve notre organisme. Juste pour vous demander de vous asseoir autour de la table en toute bonne volonté pour négocier avec le syndicat, trouver des solutions qui permettent à nos enfants d'aller à l'école. Voilà. Si c'était vraiment trop demandé, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne devaient pas assumer une quelconque responsabilité dans notre pays. Cela n'a pas été fait, donc ils ne vous ont pas écouté dans ce sens-là. Ils ont voulu plutôt nous violenter. On n'a pas retiré les militaires, donc ils ne vous ont pas écouté sur ce deuxième aspect, sur cette deuxième demande. Mais au-delà de tout ça aussi, vous n'avez reçu aucun appel et vous n'avez fait l'objet d'aucune attention de la part du gouvernement, au moins qui pouvait montrer que oui, il y a des gouvernements, il y a des citoyens qui peuvent peut-être mourir parce qu'ils vont faire 4 jours sans manger. Attendez qu'on aille les voir ou attendez qu'on leur envoie un message de compassion, malgré que c'est nous le gouvernement. Sur ce point-là aussi, est-ce que vous avez été davantage déçus? Non, on n'a pas été, je dirais, déçus. On n'a pas été étonnés simplement. Pas étonnés? Pas étonnés parce que le premier jour, ils ont voulu nous violenter. Quand nous étions déjà en position de faiblesse toute la journée, on ne s'était pas alimenté. Ils avaient envoyé des gens, visiblement, c'était pour nous violenter. Et donc, puisqu'ils ne nous ont pas trouvés là, ils ont tourné la violence contre le mur, contre les affiches, contre la tente, contre etc., etc. Donc, ils auraient bien aimé venir trouver des Guinéens en chair et en os, même affaiblis à cause de la grève de la faim, pour exercer leur exercice
bestiale sur eux, les violenter, les bastonner, etc. etc. Donc Ça, c'est ce qui fait que nous avons tendance à penser que notre République est en train de perdre son âme aujourd'hui. Et en tant que Guinéens, nous devons savoir que nous avons des monstres au pouvoir. On peut conclure que la grève de la faim n'a pas atteint son objectif en tant que tel. Nous ne voulions, on voulait bien sûr, c'était ce qu'on voulait, que nos enfants reviennent à l'école, qu'on n'ait pas encore vu nos enfants tous revenir à l'école. Oui, l'objectif n'est pas encore atteint, mais comme vous le savez, ce n'était pas la seule étape que nous avions prévue. Nous avons prévu beaucoup d'autres étapes parce que ça fait déjà 2 mois et quelques que nos enfants ne vont pas à l'école. Ça n'a pas dérangé ce gouvernement qui dort tranquillement et qui ronfle d'ailleurs jusqu'au petit matin. Donc, alors, pour terminer sur cette affaire de grève de la faim, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y aura une autre semaine de grève de la faim ou est-ce que vous allez changer de stratégie? Nous allons nous retrouver cette semaine avec d'abord le cercle de réflexion et de prospective est déjà en activité, peut-être aujourd'hui lundi ou mardi, n'est-ce pas, des mémos nous seront envoyés pour nous faire des propositions. Et nous travaillons aussi avec d'autres compatriotes qui ne sont pas nécessairement liés ni à la société civile ni aux partis politiques, mais qui sont simplement guinéens et qui croient que la violation de notre constitution, c'est inacceptable et donc les militaires ne doivent pas faire partie du dispositif parce qu'encore une fois, il faut rappeler aux gens 2 choses par rapport à la question des militaires. C'est illégal. Vous l'avez. C'est illégal. Ce qu'on demande, ce n'est pas qu'on démantèle les PA. L'État a la responsabilité d'assurer la sécurité des Guinéens. Et l'État a le droit de renforcer le dispositif, mais en utilisant les agents qui sont formés pour cela. Bien. Les policiers et les gendarmes, premièrement. Deuxièmement, nous allons aussi rappeler aux uns et aux autres que la paix que nous recherchons tous, ce n'est pas l'inexistence d'un conflit, c'est l'existence de la justice. Or, tout le monde sait aussi, on n'a pas besoin de spéculer là-dessus, tout le monde sait qu'il n'y a pas de justice On va parler parler de justice tout à l'heure même pour terminer, mais en parlant toujours de votre grève de la faim, j'ai constaté aussi, peut-être que je me trompe là-dessus, que la plupart de ceux qui ont décidé en solidarité à votre démarche de venir observer la grève de la faim avec vous, c'est d'abord les militants du BL. Oui. On n'a pas vu d'enseignants, on n'a pas vu de parents d'élèves. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un pays d'hypocrites? Non, on n'a pas. Parce que si vous mettez votre santé en péril, en observant 4 jours de grève, c'est quand même beaucoup de choses. Hein. Les gens peuvent banaliser, mais 4 jours sans manger et ne boire que de l'eau, c'est un véritable exercice. Mais j'aurais peut-être, je m'étais attendu à une centaine de parents d'élèves qui allaient quitter chez eux et venir vous retrouver, remplir votre siège, faire les 4 jours de grève de la faim avec vous, qu'on apprenne qu'au BL, il y a une centaine de parents d'élèves qui sont venus aussi s'asseoir et faire les 4 jours. Il y a une centaine d'enseignants. Mais c'est Abakar Souman seul qui vient vous dire bonjour et même lui, il n'observe pas la grève de la faim. Est-ce que non, on n'attendait pas cela. Il n'y a pas de l'hypocrisie dans tout ça? On n'attendait pas cela parce que la grève de la faim, il faut la comprendre. Ce n'est pas le monde que ça fait bouger. Même aux militants, on n'a pas demandé. Ça peut faire pression. Même à tous les responsables. Ça peut faire pression si le nombre est là. Non. Et ceux qui ont d'ailleurs pratiqué la grève de la faim dans l'histoire, si vous vous rappelez de Mahatma Gandhi, paix à son âme, quand il faisait la grève de la faim, c'est souvent seul et chez lui à la maison. Il faisait la grève de la faim. Donc, c'est beaucoup plus le symbolique que nous voyons là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement que nous avons, tellement qu'il a échoué, qu'il a peur que 2 personnes soient ensemble. Alors, si on avait ouvert même à l'ensemble de nos militants, ne serait-ce que de Conakry, il est clair que ça allait ressembler à un grand meeting ou à une assemblée générale. Et donc, ça aurait donné davantage, n'est-ce pas, l'argument. Un prétexte. Parce que dès lors qu'une foule compacte se déplace, eh bien, il suffit que quelqu'un jette la pierre à un soi-disant membre des forces de l'ordre, et puis on met à l'eau ce que vous êtes en train de faire. Bien. Donc l'attention va quitter sur le sens, la substance, pour être sur la forme. On n'a pas voulu tout cela. Alors, et donc les Guinéens... Malgré ce petit nombre-là de personnes qui vous ont accompagné dans la grève de la faim, est-ce qu'il y avait d'autres gens dedans, à part vos militants? Est-ce qu'il y avait des enseignants? Est-ce qu'il y avait des parents d'élèves? Je vais vous dire, il y a un jeune poète, malheureusement que je n'ai pas retenu le nom,
qui n'est pas militant du Bloc libéral, qui était là, il a passé toute la journée avec nous, les compatriotes malvoyants dont j'ai parlé, qui sont venus le premier jour, ils ne sont pas nécessairement membres du Bloc libéral, qui ont passé toute la journée. C'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui n'étaient pas seulement du Bloc libéral, qui ont pris part à cette manifestation. Mais ce qu'on attendait et qu'on a obtenu, c'est cette solidarité qu'on a obtenue des parents d'élèves. Ils sont passés, n'est-ce pas, en grand nombre. Vous saluez. Les élèves sont passés, la jeunesse de l'Axe, on a vu même des leaders de l'Axe qui sont venus nous saluer, témoigner leur solidarité, montrer que nous méritions un certain courage. Donc, tout cela, à notre avis, a été quelque chose de positif. Et comme vous l'avez dit, le secrétaire général du SLEG, en personne, Abakar Souma, n'est-ce pas, un homme de conviction, est venu avec tout le bureau du SLEG pour témoigner leur solidarité, nous encourager. Ça nous est allé droit au cœur. Et donc, voilà, le soutien a été de partout. Et c'est la dernière chose qu'il faut dire par rapport à la grève de la faim, c'est que certes, vous aviez ceux qui étaient au siège du parti avec moi. Mais il y a beaucoup de personnes parmi les membres du BL qui ont fait la grève de la faim à l'intérieur du pays, ici même à Conakry, qui ne se sont pas déplacés. Et la dernière chose, c'est qu'à Colombos, toute la journée du samedi, à Colombos, ça c'est une ville de l'État d'Ohio, au cœur des États-Unis, les compatriotes qui sont membres et sympathisants du Bloc libéral ont passé toute une journée en grève de la faim, c'était le samedi. Ça c'est pour vous dire, et même en Europe, je me rappelle de M. Sow, qui en Europe a également observé les 4 jours de grève de la faim. Il y a donc beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette démarche, voilà, de combat. Et je rappelle qu'en termes de la satisfaction. En termes d'écho médiatique surtout, ça a été relayé aussi sur RFI et on a suivi sur BBC et tout. Donc, ça a quand même attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale. On va terminer en 30 secondes sur cet autre sujet de justice. Cheikh Sako, ministre de la Justice, dit que bientôt vous allez répondre devant les tribunaux. On ne sait pas pourquoi, vous avez dû insulter des juges, des magistrats ou je ne sais pas quoi. Alors, quelle est votre réaction en 30 secondes? En 30 secondes, je dis au ministre de l'Injustice, M. Cheikh Sako... Non, le ministre de la Justice. De l'Injustice. Les mots ont un sens. Non, c'est le ministre de la Justice. Je ne dis pas ministre de l'Injustice pour rien, c'est parce qu'il y a l'injustice. Il a été nommé ministre de la Justice. Oui, mais il est devenu après ministre de l'Injustice. Je rappelle à M. Sako qu'au moment où nous parlons, nous avons nos militants originaires de Gbangbadou, notamment notre élu de Gbangbadou, Augustin Benoît Kamano, qui est aujourd'hui dans les mains de la gendarmerie, alors qu'il n'avait absolument rien fait qu'on peut prouver qu'il ait fait de mal. Gbangbadou, c'est dans Kédougou ou dans Kissidougou? Ça, c'est dans Kissidougou. Quel est le problème à Gbangbadou? Le code des collectivités dit que ne peut être membre de l'exécutif d'un conseil communal que celui qui a 21 ans au moins, et qui est lettré en français, autrement dit, qui sait lire et écrire en français. Nous vous avons parlé du cas de Guéasso. Eh bien, ce monsieur pour qui on a battu, arraché les oreilles de nos militants, allez-y, faites la preuve, posez-lui la question, demandez-lui le numéro de téléphone, il va vous dire en bon maninka, Makara. Il va vous montrer l'écran de choses, comment on appelle ça, de son téléphone, pour que vous lisiez lui-même. C'est le cas qui s'est passé aussi à Gbangbadou. Les populations de Gbangbadou se sont senties insultées, parce qu'on sait que ça a été même une imposition. Elles ont réagi. Elles ont chassé le monsieur, elles ont chassé même le sous-préfet. On mêle le BL dedans. On prend, n'est-ce pas, notre élu, Benoît, qui a passé la nuit dernière dans les mains de la gendarmerie. Mais il y avait pire qui s'est passé. Lorsqu'ils ont envoyé une convocation derrière un autre de nos militants, ils ne l'ont pas trouvé en place. Ils sont rentrés chez lui pour fouiller. Donc, les 2 jours passés, là? Les 2 derniers jours. Ils sont rentrés chez lui fouiller. Ce monsieur gardait la caisse d'une organisation villageoise. Et il y avait 15 millions donc, dans cette caisse. Ils ont pris les 15 millions, ils ont emporté. Le monsieur revient, on lui dit, il y avait la gendarmerie qui était venue après toi. Alors, il rentre chez lui. On lui a dit que la gendarmerie a même cassé la porte de votre maison. Ils sont rentrés. Il rentre effectivement, qu'est-ce qu'il constate? 15 millions ont disparu. Il fait la plainte, il va déposer. On le ramasse, et lui et ceux qui l'ont accompagné, pas pour les mettre en prison, même à Kissidougou, on les a envoyés à Farana. Ça, c'était avant-hier ou hier? Ça, c'est les 2 derniers jours, les 2 ou 3 derniers jours. Tout cela, ça se fait sous nos yeux.
à Lola, où on a bastonné 18 de nos militants, blessé la main d'un d'entre eux, arraché l'oreille d'un d'entre eux, hein, tapé l'autre qui est tombé et qui était dans le coma, 18. Certains sont encore à l'hôpital. Ça fait bientôt 2 mois. Nous avons formulé une plainte. Jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé un seul de ceux qui ont fait ça. 3 semaines plus tard, dans la même préfecture, c'était à Zor, une autre commune rurale. Eh bien, il y a eu un problème là-bas. Ceux à qui on a reproché la violence là-bas, eux, ils ne sont pas de bons Guinéens. Ils ont été ramassés. Parmi eux, il y avait 50 femmes d'ailleurs qui ont été ramassées, amenées mani militari à la justice de Lola. Et déjà, la sentence est déjà tombée et les gens sont en train de purger. Nous qui avons été violentés, on nous dit, vous êtes déniés de justice. Gekedou, où on a sorti des élus de la salle, où l'installation devait être faite. Donc en conclusion, pour dire, Cheikh Sako préside à la tête d'une injustice. Bien. Et si M. Cheikh Sako pense que je dois répondre, je suis injusticiable, ça ne me dérange pas que la plainte vienne en bonne et due forme. Bien. Je crois qu'il a commencé à faire son journalisme là depuis le mois de février. Bien. Ça fait bientôt 1 an qu'il continue à faire ses menaces. Je dis à Maître Sako, ministre de l'Injustice de la Guinée, de m'envoyer une convocation, je répondrai devant n'importe quelle juridiction. Ça sera l'occasion, n'est-ce pas, de faire le procès de la justice guinéenne. Bien. Et lui-même, en tant que ministre, il sera, parce que chaque fois, je l'ai appelé, il a parlé, il y a certains de ses propos qu'on garde jalousement. Ce jour-là, il va répondre aux questions devant la justice, en tant que premier témoin de Dr Faya Milimono à la barre. S'il parjure, nous demanderons qu'il parte. Au moins, ça donnera l'occasion à quelqu'un qui viendra faire la promotion de la justice dans notre pays. Voilà, c'est clair et on verra bien ce qui va arriver après cela. Merci, Dr Faya, d'être passé. À très bientôt. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce premier numéro de Café Débat de cette semaine. Un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.